Aujourd'hui, dans l'art des confinés, on reçoit Jean-Philippe Daguerre. Et moi, je suis très contente parce que Jean-Philippe Daguerre, c'est le frère de mon super copain Olivier Daguerre, que j'aime beaucoup. Bonjour Jean-Philippe, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je Aurélie. voudrais... Bah salut. Pour ceux qui te connaissent pas vraiment encore, est-ce que en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es, Jean-Philippe? Alors moi, je suis dans le théâtre beaucoup, puisque je suis à la fois comédien, metteur en scène et auteur. Et je dirige aussi une compagnie qui s'appelle le Grenier de Babouchka. Donc je suis vraiment, on peut dire, un homme de théâtre. Et qui à une époque s'est un peu dispersé dans le rock'n'roll, dans le cinéma, la télévision. Et puis j'ai une forme de flash. Moi, j'ai dit, allez, je vais essayer de rassembler toutes mes énergies, mes connaissances, et puis je vais vraiment ne faire que du théâtre. Donc je ne fais que du théâtre. Alors, t'es un enfant du Pays Basque, en fait, hein. Comment t'as vécu ce confinement qu'on vient de passer à Paris, confiné à Paris? Toi qui es du Sud. Écoute, oui, alors, je suis un enfant du Pays Basque et du Tarn-et-Garonne, hein, je le dis parce que souvent, c'est vrai que j'ai tendance à. On dit souvent que je suis du Pays Basque parce que c'est vrai que je suis très attaché. Mon nom est basque, et puis c'est parce que mon père est basque, mais ma mère est de Montauban. Et c'est vrai qu'à chaque fois, toute ma famille longtemps, on dit toujours que tu es basque. Je suis basco-tarn-et-garonnais. Mais c'est vrai que le Pays Basque, c'est vrai, j'y passe beaucoup de temps. C'est un peu mon. Ouais, je suis très attaché à ma maison familiale. Et puis, bon, enfant, on déménageait tout le temps avec mes parents parce que mon père était muté tous les 2 ans. Et vraiment, l'endroit, l'enclave qu'on avait affectif, c'était de venir tous les étés à Saint-Jean-Pied-de-Port, à la maison de famille. Donc, c'était là qu'on avait nos copains d'enfance. En fait, ils viennent du Pays Basque. Parce qu'après, quand tu déménages tout le temps, bah, tu changes de copains. Le confinement, quand tu es. Moi, je vis à Courbevoie. Donc, c'est vrai que j'avoue avoir hésité. On a hésité pendant quelques heures à se dire, quand on a eu quelques jours pour partir, est-ce qu'on va pas dans la maison de famille, on fait pas 900 kilomètres avec chien et enfants et beaux-parents, parce que mes beaux-parents habitent à Courbevoie, voilà, ils sont parmi les personnes un petit peu à risque. Donc, on s'est dit, bon, on va pas faire peur déjà à le Pays Basque avec notre Covid-19 qui, a priori, n'appartenait qu'aux Parisiens. Donc, on s'est dit, allez, on va assumer ça chez nous. Voilà, comme ça, les beaux-parents sont à 800 mètres de chez nous. Voilà, on a fait un confinement très familial. Et franchement, ben voilà, on a essayé de prendre avec philosophie, avec beaucoup de frustration par rapport au travail, puisque j'avais quand même 8 spectacles. J'avais 8 spectacles en cours. Et ils se sont arrêtés du jour au lendemain. J'avais 2 tournées aussi. J'avais ma nouvelle pièce que j'avais écrite qui partait en répète. Donc, il a fallu accepter le sort. Puis c'est vrai que bon, quand tu vois les gens qui meurent, tu essayes de pas trop. C'est quand même un principe. Tu essayes de pas trop non plus la ramener sur tes propres malheurs. Oui. Mais c'est vrai que voilà. Non, mais moi, j'ai jamais passé autant de temps avec mes enfants depuis qu'ils sont nés. Et franchement, c'est pour ça, je me suis vraiment, je dis sans, pas pour failloter auprès de ma femme, mais je me suis régalé. Je me suis régalé à rester en famille, même si c'était dur de se dire quand est-ce que ça va redémarrer. Voilà. Bien Les sûr. perspectives, c'est ça qui me fait peur. C'est le manque de perspectives. Ça, c'est angoissant, c'est sûr, mais on essaye de se dire, ben voilà, la vie continue, on est en bonne santé, on va réussir à trouver quelque chose, quoi. Il faut qu'on trouve une issue, on la trouvera. On espère en tout cas. Comment t'as gardé le lien avec le monde du théâtre et des théâtreux Bah, évidemment, alors, bon, c'est vrai que nous, on fait travailler plus de 80 personnes dans la compagnie, donc le lien, il a été surtout fait avec ceux qui sont les plus isolés. Naturellement, on a appelé ceux qui étaient seuls, savoir si ça allait. On a fait beaucoup de petites, voilà, on a partagé toutes les conneries qu'il y a pu y avoir, hyper drôles. On s'est envoyé des petites vidéos, on a nous-mêmes réalisé, on a participé à plusieurs clips vidéo de théâtre, un film qui a été fait carrément par des potes, carrément un film de fiction, qu'avec des gens confinés, on était 100. Mine de rien, ça t'occupe tout ça. Là, on vient de faire un super long clip du Grenier de Babouchka qu'on a terminé, qui est en ligne depuis ce matin. Donc, on essaie de faire des petites choses. Et puis, tu se contactes, il est un petit peu, voilà. Puis après, il y a le contact humain. Tu téléphones, tu prends des nouvelles. Tu as besoin d'entendre la voix des gens. Tu peux pas les toucher, mais moi, tu peux les entendre. Puis c'est vrai que ces petits objets-là, ces zooms-là, qu'on utilise, toi et moi, ces petits apéros à la con, au début, tu fais, ben, ça va, arrêtez avec vos apéros, ça remplacera pas un vrai apéro. Et puis, je sais pas pourquoi, mais tu te piques à te marrer avec ça. Et Oui. tu te vois en train de boire ton coup, tu vois le gars en face, tu te mets à discuter. Et franchement, moi qui suis un petit côté un peu vieillot, chaque fois je me méfie tout le temps des nouvelles technologies. Je me dis, faut pas perdre l'essentiel de l'humain. Et j'arrive toujours à me faire convaincre. Et c'est vrai que ça m'a fait marrer. Puis j'ai eu beaucoup d'interviews aussi
par des radios, des télés, par le Zoom, par FaceTime, tout ça. Du coup, moi, ça m'a. Ben voilà, on fait ce qu'on peut. Ça permet de rester un petit peu en contact et parler à des gens pour de vrai, mais un peu pour de faux quand même. Voilà. Ouais, c'est ça, d'avoir un petit peu d'humanité avec nous. C'est vrai parce que bon, c'est 55 jours, c'était long. D'ailleurs, est-ce que tu as la sensation, toi, au fond de toi, d'avoir changé en 55 jours? Euh, oui, c'est sûr. Enfin, moi, il y a eu un truc un peu. Moi, le truc révélateur, incroyablement, enfin, qui me tape dans l'œil, ce qui s'est. Enfin, tape à l'œil, je sais pas, c'est pas tellement l'expression, ça me tape dans l'œil, mais c'est comme ça. C'est que je me suis retrouvé avec cet arrêt. J'étais rentré dans un. Moi, j'étais quelqu'un assez rebelle, très engagé entre 20 et 35 ans dans plein de causes qui me semblaient justes, humaines, politiques, tout ça. Puis tout d'un coup, en vieillissant, ayant des enfants, et en faisant du théâtre, en décidant de ne faire que du théâtre, je me suis concentré en me disant, tous tes combats, tout ce que tu as mené, tout ça, essaye de te rassembler pour essayer de façon microscopique faire des choses bien déjà avec les gens qui t'entourent et dans ta famille et avec les gens avec qui tu travailles. Donc je lui dis, tu vas pas refaire le monde comme tu pensais le refaire, tu vas d'abord essayer de le refaire autour de toi dans ce que tu fais. Donc je m'étais pendant 15 ans beaucoup plus centré sur mes spectacles, sans jamais trop rentrer dans les débats idéologiques ou politiques. Je disais, moi, à travers le théâtre, je m'exprime et toutes mes convictions, elles sont dans le théâtre. Je vais plus faire des grands discours, je vais plus aller dans les manifs comme je le faisais avant. Voilà, mon engagement, il est dans le théâtre pour donner de l'émotion aux gens, les faire rire. Et puis, voilà. Et tout d'un coup, cet arrêt du théâtre m'a fait poser beaucoup de questions parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir depuis 3-4 ans un énorme succès avec une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Adieu Monsieur Hoffman, qui a eu beaucoup de Molière et qui est adapté au cinéma en ce moment, il y a le tournage. Et c'est vrai que tu passes dans une catégorie tout d'un coup d'un metteur en scène qui a une compagnie qui marche bien, où tu gagnes bien ta vie correcte, à tout d'un coup tu te mets à gagner beaucoup d'argent, à t'embourgeoiser de façon très claire, tu achètes une maison, tu es dans un truc ultra confortable. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te fais sécher. Tu n'as plus un rond d'un coup parce que quand tu es auteur et metteur en scène, tu ne fais pas partie des intervenants du spectacle. Donc tu es payé sur les recettes et sur les ventes. Donc moi, j'avais beaucoup de recettes, beaucoup de ventes. Tout d'un coup, j'avais plus rien. Et dans ce plus rien, j'ai pu m'interroger sur cet embourgeoisement, franchement, et je me suis dit, voilà, j'ai vachement plus participé à des discussions sur les réseaux sociaux, des choses qui m'ont gêné, mais vraiment vis-à-vis du gouvernement, la place de la culture, la façon de réagir, ça. Et du coup, j'ai retrouvé un peu on va dire, cette énergie à me dire, je suis citoyen. C'est pas parce que je ne fais que du théâtre, je ne dois pas m'interroger sur certaines choses, même si a priori je ne m'y connais pas, mais quand même on a le droit quand même de poser des questions sur la façon d'aborder la médecine, etc. Enfin tout ce qui s'est passé par rapport au virus, on a le droit quand même de s'interroger sans être un spécialiste. Donc, il y a eu cette espèce de débat où on disait fermez vos gueules, vous n'y connaissez rien. Oui, mais bon, tu connais rien, mais quand tu votes, tu connais pas le programme par cœur du mec pour qui tu votes. Donc, tu as quand même un peu le droit d'avoir quand même des interrogations, en tout cas de les exprimer, et au moins d'avoir des mecs qui s'y connaissent mieux que toi pour te dire ce qu'ils en pensent. Et à travers tout ce débat, tout ça, j'ai observé un truc, et ça me concerne vraiment, je parle par rapport à cet embourgeoisement, mon vrai questionnement, et je commence à en parler avec pas mal de gens qui ont des bonnes places en tant que journalistes, à la télévision, dans les journaux, des gens que je connais qui sont un peu dans la politique, dans la médecine, des gens qui sont tous des gens très bien installés et qui aussi ont envie de poser des questions, mais on a tous un peu peur de perdre dans cette société qu'on dit qu'on va réinventer. On commence à flipper à mort, je trouve, tout de suite, dès que tu es contre le gouvernement, que tu donnes un avis, tu es populiste, complotiste et tu fais partie du Front National, tu vois, ou de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. En fait, c'est tout de suite tu ne peux plus, tout d'un coup, si tu mets en doute le pouvoir en place, tu es extrémiste. Donc moi, ça m'a hyper choqué, puisque moi, je suis pas ni d'extrême droite, surtout pas, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que je me méfie aussi des mouvements qui peuvent être un peu violents, etc. Mais à un moment, quand le peuple le ramène, il faut quand même en faire un peu partie. Et c'est vrai que je me dis, putain, tu peux pas rester là dans ta belle maison, faire du théâtre, divertir les gens. Il y a quand même un truc qui se passe actuellement. Il y a quand même le résultat d'un virus à la con, qui est quand même un vrai problème de plein de choses, de magouilles laborantines et écologiques qu'on n'a pas respectées, qu'on le veuille ou non, de trafic, de machin, de business. Arrêtons de faire semblant. Et d'évoquer ces problèmes de mensonges, ces problèmes de trucs comme ça, on n'est pas forcément complotiste. On a quand même envie de poser des questions. Donc moi, c'est là-dessus que j'attire l'attention, que je discute avec pas mal de copains qui ont une forme de notoriété dans leur domaine, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a tous peur si les choses bougent, alors pas avec le Front National ou même l'extrême gauche, mais tout d'un coup, on est sous Macron, on est devenus des gens, on va dire,
à des postes importants dans nos secteurs, tout d'un coup, on a accédé à une forme de notoriété ou d'embourgeoisement. Et tout d'un coup, on enlève un peu l'esprit critique de peur qu'on va perdre un peu ce qu'on a gagné un peu matériellement. Moi, je suis dans une vraie question philosophique par rapport à ça, un vrai questionnement. Je prends pas mal la tête de pas mal de mecs installés en leur disant arrêtez de faire semblant que tout va bien ou que voilà. Enfin, à un moment, on peut pas. Et voilà, je pense qu'on a peur de perdre cette. On en revient toujours pareil. La peur de la perte matérielle. Parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce que tu fais dans ta maison, dans ton truc, c'est un rapport à l'argent. Ce que tu gagnes, le restaurant où tu vas manger, ce que tu te permets où tu vas en vacances, c'est lié à ça. Et, si tu, et tu as construit ta petite famille autour de ça. Tout d'un coup, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais en même temps, il faut tout changer. Et moi, je pense qu'il y a tout à changer. Mais tu te dis, putain, s'ils vont tout changer, se taper le FN, non, il ne faut absolument pas ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir à quelque chose de plus traditionnel dans lequel on est actuellement, où les gens les plus puissants sont puissants et les gens les plus pauvres sont pauvres. Et toi, tu te mets tu tout d'un coup passé dans la catégorie des privilégiés et tu vas en train de regarder les misérables, les mecs un peu qu'un chie pour aller. Donc, moi, c'est vrai que je retrouve, on va dire, à 52 balais, grâce à ce confinement, une petite âme un peu de combattant. Et voilà, qui me sort un petit peu de cette petite embourgeoisement. Donc je me dis, voilà, il va falloir se retrousser les manches et surtout, arrêtons de faire, dès qu'on dit quelque chose, c'est les mecs du FN qui pensent comme ça. Si tu soutiens Raoult, les mecs du FN le soutiennent. Maintenant, voilà, qu'est-ce que je te dis? Moi, Raoult, par exemple, c'était un truc hallucinant à observer. C'est un des savants qui est on dit c'est une tête de con, tout ce que tu veux, mais c'est quand même un des mecs qui est le plus noté au monde entier, un des plus grands savants du monde entier dans son domaine. Il est en France, il dit un truc à Médoc, je peux soigner un peu, il dit pas qu'il va tout guérir. Et tu te dis, mais pourquoi c'est si compliqué pour qu'on essaye le truc? Moi, c'est mon premier questionnement. Je ne sais pas qui est ce mec. On dirait un hippie, j'en ai rien à branler. Il est considéré comme le plus grand savant, mais pourquoi on lui met des bâtons dans les roues? C'est même mon questionnement. Et comme tout d'un coup, plein de gens récupéraient son combat face au gouvernement, notamment le FN, quand tu lis les gens du peuple pro-Raoult, c'est vrai qu'à un moment, je me dis, oh putain, moi je fais partie des mecs qui défendent Raoult, parce que j'ai signé cette pétition avec l'ancien ministre de la Santé, Douce Blazy, tout ça. Je me suis impliqué dans ce truc-là, même plus que ça, auprès de journalistes que je connais, pour dire, putain, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Il faut qu'on débat par rapport à ça. Et après, tu vois une espèce de montée, de récupération des extrêmes, surtout du FN. Et c'est vrai que tu dis, putain, les mecs, il faudrait lui couper les couilles à Macron, machin. Tu dis, oh putain, attendez les gars, là, cherchons un peu quand même de courtoisie, en tout cas du débat. Voilà, c'est compliqué à vivre en ce moment. C'est cette violence-là. Et puis, la culture de la peur. Voilà. Oui, Cette peur que les médias entretiennent, parce que plus tu fais peur aux gens, plus ils restent à la maison, plus ils regardent la télé, plus ils achètent des journaux, et plus tu les tiens en fait, tu les tiens en laisse. Moi, j'en ai marre qu'on nous tienne en laisse. Je comprends le confinement, ce que tu veux, même si philosophiquement, je trouve ça un peu aberrant le confinement en soi, dans une société qui a besoin de mais en même temps, c'est une bonne leçon. Donc c'est bien, il y a une bonne leçon, on a pris la leçon, mais je trouve que politiquement et au niveau des médias, actuellement, on est en train d'essayer ils ont un petit peur de nous laisser nous déconfiner, donc ils nous font encore plus peur au déconfinement que pendant le confinement. Donc voilà, il va falloir moi en ce moment, je dis, il faut qu'on aille un petit peu vivre avec ce virus, quoi. Il faut s'y frotter en protégeant les plus faibles, mais il faut relancer la vie, quoi. Enfin, moi, je ressors, je fais des bouffes avec des copains, on prend les distances, on essaie d'être prudent, etc. Mais il n'empêche qu'à un moment, moi, je fais partie là, je dis, attention, mais ça interroge au niveau philosophique énormément. Donc c'est très passionnant. Prenons ça comme une expérience extraordinaire, mais il n'empêche qu'il va falloir être très vigilant par rapport à tous les gens sur le carreau. Parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont dans la misère là, à cause de ce qui vient de se passer. Ces gens-là, il va falloir s'en occuper, quoi. Donc voilà, on va essayer de s'en occuper. Et justement, tu parlais de bouffe avec les copains. J'avais Philippe Geluc juste avant toi qui te pose une question et qui te demande en fait quelle est la première chose que toi tu as faite le 11 mai quand on a pu sortir de chez nous. Et moi, je suis resté chez moi et à partir du 11 mai, j'ai organisé un va-et-vient de repas. En fait, depuis le 11 mai, j'ai des gens à manger midi et soir chez moi. Tous les soirs, dans un nombre, tu vois, jamais plus de 6 ou 7, avec beaucoup souvent des gens qui ont des enfants, parce que mes enfants ne sont pas rentrés à l'école ou en crèche, du coup, ils sont là aussi, ils ont envie de voir des enfants. Donc du coup, chez moi, il y a tous les après-midi des enfants qui viennent avec des parents, et on fait des bouffes le soir ensemble, et le midi, souvent, j'ai ma grande fille. Alors, la première personne que j'ai vue, c'est ma grande fille, qui vit à Paris, avec son chéri. Elle n'a surtout pas voulu se confiner avec nous, elle a 22 ans, elle était avec son chéri. Elle a dit, je préfère mourir que me confiner avec vous. Donc du coup...
Elle est quand même venue nous voir dès le lundi midi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas dépassé encore mon 1 kilomètre. Par contre, voilà, j'organise des bouffes. J'ai la chance d'avoir une terrasse sympa, il fait beau. Je fais des bouffes, les enfants jouent. On retrouve au moins dans un côté microscopique. Voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai. Voilà. J'ai juste ça. On a ramené de l'humain dans la maison, différent de femmes et enfants et chiens. Voilà. Ça fait du bien. On se sent Ouais. respirer, hein, quand même, quand les premières personnes passent la porte d'entrée. Ah, t'as envie de pleurer. T'as envie de Ouais. pleurer. Mais non, d'ailleurs, on était là, les premiers, à chaque fois qu'on se revoit, on est là, les larmes aux yeux, tu sais, on est là, on se dit, on se touche pas, on reste à 1 mètre, mais bon, hein, on se met à la table, tu mets un peu d'espace, tu sais. Mais c'est vrai que tu fais, waouh, quel manque, quelle importance ça. L'homme, il est là pour être, c'est un animal sociable, donc il faut quand même, tu es bien chez toi, mais il y a un moment, tu as besoin de ce contact, quoi. Non, non, mais moi, je suis très ému de voir mes amis. Et 1 minute, ça te remet un peu les choses au point. Tu te dis à quel point il faut savoir profiter des amitiés, de l'amour avec ses enfants, avec sa femme, avec les gens qu'on aime, et puis d'entretenir ça. Ça te ramène à. C'est là que tu te rends compte à quel point les gens te manquent et qu'ils font partie de ta vie émotionnelle très forte. Donc, profitons de cette leçon pour repartir sur de bonnes bases. Bien sûr. Donc, du coup, on a vécu cette crise évidemment sans précédent. Quel est ton regard, et je sais que tu as un grand regard là-dessus, sur l'avenir de la culture en France? Ouais, là, actuellement, je suis un peu inquiet, hein, je dis franchement, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que notre président a pensé régler le problème de la culture en réglant les 12 mois des intermittents du spectacle, qui est quelque chose de très important et il fallait le faire. Et moi, je sais reconnaître quand quelque chose est fait qu'il fallait le faire. Et il y a eu plein d'années où il y en a eu d'autres présidents qui ont remis en question le statut. Alors là, il l'a pas remis en question, il l'a en plus prolongé. Donc, il faut quand même lui reconnaître ça. Mais ça, c'est important. Mais ce qui est très, très important, alors surtout dans le domaine du théâtre, il y a quand même en culture, il y a culture du privé et public. Donc, dans l'univers moi, je travaille j'ai beaucoup bossé en tant qu'acteur dans le public, mais maintenant, je travaille que dans le privé. Là, actuellement, si on veut que l'intermittent ait du travail, et puis on emploie, dans le privé, on emploie énormément de monde, beaucoup plus que dans le public, hein, au niveau de nombre il y a tellement de spectacles dans le privé et tout ça. Donc, ce qui est important, c'est que toutes les compagnies, comme la mienne, comme les théâtres privés, les productions privées, puissent continuer à employer ces intermittents dans 12 mois. Quand ils vont pouvoir, il va falloir repartir au charbon pour travailler, pour jouer, puis pour gagner sa vie, parce que c'est un métier. Donc, non, actuellement, c'est ça qui m'effraie un peu. J'ai un petit peu peur que, du coup, les théâtres soient très affaiblis financièrement, du coup, rachetés par des plus gros groupes. C'est le cas à Paris, déjà. On a des groupes qui font un travail correct. Hein, je ne critique pas, je ne suis pas là pour le dire tout de suite. Voilà, il y a des grosses sociétés qui ont racheté au moins une douzaine de théâtres à Paris, qui appartenaient avant à des gens qui étaient plus issus de l'artisanat du théâtre parisien. Et puis, évidemment, quand on vend souvent plus offrant, et puis les plus offrants, c'est souvent les plus riches. Et les plus riches ne sont pas forcément des gens qui, au départ, ont une âme de théâtre, de spectacle ou de danse. C'est simplement des gens qui se disent pourquoi pas investir dans le théâtre. Donc, ils ont sûrement des bonnes raisons. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est d'arriver à une société un petit peu comme dans le commerce, avec ces zones industrielles où des hypermarchés remplacent des artisans. Donc, moi, la seule peur que j'ai, mais elle est vraiment, je le sens en ce moment, c'est que tout l'aspect artisanal de notre métier disparaisse au profit des grands groupes qui tout d'un coup se font voilà, un petit peu comme tu formates l'alimentaire serait formaté comme la culture pareil. Donc ça me fait peur. Je vois vraiment des gens en difficulté. J'ai peur que des théâtres à Paris ou en France soient mis en vente parce qu'on n'a plus les moyens de payer le bail, parce qu'il n'y a aucune recette en ce moment. Ben, ce petit truc-là fait que c'est d'autres gens. Après, tu rachètes un théâtre en province. En province, ça devient une banque en 2 secondes ou une agence immobilière ou alors une galerie Lafayette, tu vois. Donc tout c'est un peu comme les petits commerces, tu vois. Le confinement a été extraordinaire pour ça. C'est que moi, du coup, moi, tous les jours, tu vas moins dans les grandes surfaces, tu vas acheter ton artisan boulanger, ton boucher, ton charcutier, ton légumier, et ben, tu te rends compte qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des êtres humains pas loin de chez toi, qui ne sont pas Oui. encore fermés. Moi, j'ai fait beaucoup de tournées avec Hoffman et avec Cyrano, avec plein de spectacles. Je suis beaucoup en France. En fait, je suis pas tellement à Paris puisque je joue dans Hoffman souvent et c'est moi qui fais les tournées. Mais il y a des villes que je n'ai pas reconnues en France. Je vais pas dire quelle ville, mais il y en a une que j'ai connue étant enfant et tout ça, mais j'ai pas reconnu cette ville. Tous les commerces sont fermés, les petits commerces, les petits restaurants, tout est sur la zone industrielle de la ville. Et ça, combien de villes, c'est comme ça. Ben, le théâtre, c'est un espèce un petit peu Obélix et Astérix, on est un petit peu ça se passait pas un peu comme ça se passe partout. Mais là, c'est toujours pareil. Qui va racheter les théâtres si on n'a plus les moyens d'en avoir? Bon, moi, j'ai pas de théâtre, mais j'ai une compagnie. Mais ma compagnie, elle peut pas vivre
J'emploie quand même 75 personnes. Je pense qu'on est la compagnie théâtre privé qui emploie le plus de gens dans toute la France. Donc, quand même, on est quand même sur des centaines de représentations. Mais nous, là, si on n'est pas aidé, alors on est un petit peu aidé pour l'instant, mais en faisant le chômage partiel, on s'endette parce que le chômage partiel, tout le monde ne le sait pas, mais tu as 20% pour ta poche. On pense que le gouvernement rembourse tout, mais ce n'est pas le cas. Donc, quand tu as autant de théâtres, de spectacles, nous, ça nous coûte un bras. Heureusement qu'on a des sous de côté, mais pas tant que ça. Donc, nous, quand je parle de nous, c'est pour parler de nous à travers tous les autres. On Oui, est bien tous sûr. sur nos réserves. On est sur nos réserves dans le théâtre privé actuellement. Donc, on vit sur nos réserves et on a très peur. Voilà. Alors, le gouvernement a décidé une somme pour faire des aides. Cette somme, elle me semble très faible par rapport aux besoins qu'on a. Et puis surtout, on fait travailler beaucoup de monde par cette conscience aussi économique, parce que la culture, le nombre de gens qui vivent grâce à la culture, les commerces autour, les transports pour aller au théâtre, hein, quand je dis le théâtre, à la danse, à la chanson, au concert, à tout ce que tu veux, ces spectacles vivants, ça fait vivre beaucoup de gens, pas que ceux qui jouent. Donc c'est au-delà du rapport philosophique important pour le divertissement, l'émotion et tout ça. Mais c'est vrai qu'on est, je suis inquiet. Là, le moment où je te parle, je suis inquiet parce que j'ai trop peur que Emmanuel Macron pense qu'en ayant géré le problème des intermittents, il va gérer les problèmes des productions. Et enfin, surtout des compagnies aussi, hein, parce que c'est celles qui emploient beaucoup de monde. Hein. Donc, il faut absolument qu'on puisse, parce qu'on a des frais fixes, quoi. On paie des hangars, des locaux pour mettre des costumes, des décors. On paie un administrateur. On a des Ce salaires sont des fixes. vraies entreprises, tout C'est des simplement, en fait. entreprises. Alors nous, on est une association, mais on Vraiment. vit comme une entreprise. On Oui, a un voilà, système c'est ça. associatif. En plus, moi, Charlotte et moi, mon épouse, on dirige la compagnie bénévolement, puisqu'on n'a pas de salaire du tout. On est juste, on a nos salaires de quand on est comédien, on a des cachets de comédien. Quand je suis metteur en scène, j'ai un pourcentage de metteur en scène. Mais c'est vrai que du coup, ouais, on transpire, quoi. On est inquiet, et puis voilà, et puis rassembler des gens les uns à côté des autres. Actuellement, c'est le secteur, je pense, le plus difficile. Avant les stades de foot, à la limite, sont en plein air, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose, mais les spectacles où il faut être les uns à côté des autres, actuellement, si le virus, on n'arrive pas à vivre avec ou à le combattre ou à qu'il disparaisse, il ne faut pas se leurrer, ça va être long de mettre des gens les uns à côté des autres. Mais justement, par rapport à ça, il y a une photo qui a vachement bien illustré la chose il y a quelques jours de ça. C'est quelqu'un qui a fait un montage avec un théâtre parisien qui a exactement la même capacité qu'un avion. Je ne sais pas si tu as vu cette photo. Donc les deux sont côte à côte. Tu as l'avion avec les sièges rapprochés et Ouais. le théâtre, pareil, avec les sièges rapprochés. L'un est ouvert, l'autre reste fermé. Ah, Qu'est-ce non, j'ai que, pas vu cette photo, mais qu'est-ce que toi moi, tu en j'ai pas, penses? ouais, mais je pense, moi, j'ai partagé une photo il y a 2 jours où j'ai marqué, ma nouvelle pièce s'appelle Le Petit Coiffeur, elle va être jouée au théâtre Rive Gauche, et j'ai fait une vanne en mettant photo de l'avion là dont tu parles avec les sièges et également les trains. Parce que les trains, ils ont droit à 1 sur 2 et Oui, c'est ça. les avions, ils ont droit à trois fauteuils. Et nous, au théâtre, actuellement, dans le dernier rapport, on a droit à un fauteuil sur 3. C'est-à-dire qu'on est vraiment beaucoup plus loin, quoi. Et moi, j'ai fait une vanne en mettant, vous retrouverez mon nouveau spectacle, au lieu de le retrouver au théâtre Rive Gauche, en attendant de le retrouver au théâtre Rive Gauche, vous le verrez dans un Airbus A320. J'ai fait une petite vanne pour dire, voilà, nous serons sur scène dans un Airbus A320, puisque là, on peut avoir des spectateurs. Donc, je trouve ça scandaleux. Moi, je trouve très important de faire attention aux gens, leur sécurité, etc. Mais tu sens vraiment qu'il y a des choix par rapport à la santé et à l'économie qui sont complètement aberrants pour les uns ou pour les autres. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut, avec le masque en étant à côté, rester tout droit. Enfin, on se crache pas dessus quand on est au théâtre. On est les uns à côté des autres, on n'est pas face aux autres. Si on met un masque et qu'on regarde un spectacle, ça me semble assez logique, la décision pour l'avion. Mais pourquoi elle n'est pas pour les théâtres? Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Même pour les trains, à la limite. C'est tout d'un coup, c'est où on repart tous ou pas, ou alors on fait tout. Donc on sent bien qu'il y a quand même on s'interroge, on se dit mais pourquoi? Comme par hasard, pour les avions, ils ont dû décider que c'est prioritaire par rapport à la crise. Mais nous, franchement, on est à la rue quoi actuellement. On est plein, on est à la rue, on est au bord du précipice. Mais nous, on n'est que des compagnies. Comme on est très divisés. C'est plus facile de moins. Alors que quand tu as Airbus, des grosses entreprises, Renault, tout ça, bingo, on débarque, on sauve tout le monde, etc. Et nous, on sait très bien que le PIB de la culture est beaucoup plus important que celui de, d'Airbus ou de Renault, etc. Alors, moi, j'ai rien contre les gens d'Airbus et de Renault. Hein. Je suis content de prendre l'avion, je suis content d'avoir une voiture. Mais ce que je veux simplement dire, c'est incroyable comme nous, les saltimbanques, comme on est un peu des divisions de plein de choses. Il y a un côté un petit peu comme ça, on sent qu'on est un tout petit peu la dernière roue du carrosse,
Évidemment, on va nous dire qu'on est des Calimero, gna, 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 mais c'est dur d'être artiste dans une société qui n'est pas toujours simple par rapport à ça. C'est dur d'employer des gens, c'est dur de maintenir le niveau dans une période où il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au théâtre, etc. Donc, toi, on est toujours en réflexion, en difficulté. Donc, simplement, c'est vrai que moi, j'ai eu très peur pendant 2 mois. On n'entendait pas parler de culture. Macron a fait s'est retroussé les manches. C'est le cas de le dire, il s'est gratté la tête et tout d'un coup, il a ouvert le premier bouton de la chemise et ça nous a fait plaisir. Il a pris une bonne décision, mais derrière, il faut enterrer le tigre, quoi. C'est bien de l'avoir libéré, mais maintenant il faut le consolider, quoi. Belle image. Alors, après avoir été nominé aux Molières en 2016, en 2017, en 2018, adieu, monsieur Hoffmann reçoit pas moins de 4 Molières, dont celui du meilleur auteur. Alors évidemment, la question attendue serait qu'est-ce que tu as ressenti? Mais moi, j'aimerais bien surtout que tu me racontes à quoi ressemble une journée, une soirée et une nuit des Molières. À la nuit, c'est chaud, hein. Peut-être pas. Non, mais non, Bah, non. justement, c'est ça. Je me Ok. doute. Non, la soirée, quand tu vas à la soirée, ben évidemment, moi j'avais été rodé, j'en avais quand même fait 3 avant où j'ai été nommé, où j'avais rien eu. Mais c'était un bon entraînement. Dans la soirée, c'est pas simple parce que tu te retrouves dans une forme de faux spectacle, évidemment, où tu réunis tous les gens du métier qui ont été nommés ou des invités prestigieux, tu as 2000 personnes. Donc, tu es au milieu de toutes ces grandes personnes, de gens très célèbres ou non, et surtout avec des gens qui font des animations plutôt sympas, qui essaient de faire quelque chose de sympa, mais tu as des gens qui sont là beaucoup parce qu'ils espèrent avoir un Molière. Donc, du coup, ça te met l'ambiance dans la salle, elle est toujours un peu particulière. C'est pas facile, il faut se mettre à la place des gens, de faire le spectateur lambda qui se détend alors qu'il se dit, ça se trouve, je vais la voir ou pas la voir. C'est pas si évident que ça. Donc, il faut avoir un petit peu de. Moi, j'essaie toujours de jouer le jeu, de me dire qu'il y a un Molière, tant mieux, il n'y a pas de Molière, tant pis, tu vois. Mais essayons de participer à la soirée. C'est quand même un rassemblement agréable. Tu embrasses plein de gens sympas que tu vois pas tous les jours. Moi, j'aime bien cette soirée. Ça fait 3 fois que j'y vais, même quand j'ai pas été. J'ai pas eu de Molière. C'est une soirée que j'aime bien parce que tu claques des bises quand même à des gens que tu aimes bien. Et puis, c'est un Enfin, rassemblement de nos forces. Hein. tu Voilà, claquais des bises. voilà, à l'époque, on pouvait claquer des bises. Donc, du coup, tu es là, tu as très soif tout le temps parce que tu n'as pas d'eau. C'est une espèce de système un peu. Tu rentres, tu fais des photos, mais tout d'un coup, on t'assoit, on te met à un endroit, le réalisateur décide, la caméra, on te dit, vous êtes monsieur Daguerre, il vérifie. Donc, il y a un mec pas loin qui va s'occuper de 4-5 personnes qui te filmera pendant toute la soirée sur des réactions, etc. Donc, tu regardes la soirée. Voilà, c'est une soirée lambda comme ça. Après, si tu as la chance d'avoir un Molière, tu as une espèce de truc tu as une espèce de trac de malade. Moi, j'avais la chance d'avoir mes lunettes. Je voyais rien sans lunettes. Donc, du coup, je les ai tout de suite enlevées pour aller parler. Comme ça, je voyais un flou devant moi. Quand tu as Michel Bouquet en face, tu vois des espèces de mecs comme Michel Bouquet et j'en passe. Enfin, il y avait des grands comédiens. Je te dis, mais si tu tombes dans les yeux de Michel Bouquet, le trac que tu te chopes et tout. Donc, je me suis dit, je vois une espèce de santé, une masse de gens et j'ai parlé sans voir personne. Donc, ça m'a aidé. Voilà. Et puis, je suis retourné à ma place. En plus, j'ai eu la chance d'avoir tous mes 2 comédiens qui ont eu les Molières aussi. Le spectacle a reçu le Molière de meilleur spectacle. C'était quand même le truc qui était le plus attendu, qui nous rassemblait tous. C'était très émouvant. Et puis, voilà. Après, tu vas t'inviter à boire des coups, tu fais des photos, les gens te prennent des selfies avec toi, avec ton Molière sans arrêt. Tu es complètement abruti de fatigue. Tu es comme un automate. Ton sourire reste toujours comme ça, et tu ne sais même plus l'enlever. C'est un genre de rictus, tu comme ça. Et tu te dis, putain, c'est. Et après, tu es content d'aller manger. Tu vas manger au Fouquet's, tu manges bien. Là, tu es dans une table avec plus de gens proches que tu connais, tu bois bien, tu manges bien, tu es content. Tu vas te coucher. Crevé, tu t'effondres en arrivant, et le matin à 6h30, tu as ton fils qui te réveille. Victor avait 6 ou 7 mois, et tu lui dis, mais tu regardes, papa, tu lui montres le Molière, s'il te plaît, regarde, j'ai un Molière, il n'en a rien à foutre, il pleure quand même. Et là, ça te raconte tout de suite que la vie va continuer, et que tu as beau avoir eu ton Molière, alors tu torches tes gosses, et que tu t'en occupes, et moi, en plus, j'avais la chance, je dis bien la chance de répéter à 10h ce jour-là, c'est-à-dire que j'étais tout de suite dans le boulot. Et en fait, j'ai passé mon temps à vivre comme si j'avais pas eu de Molière. Alors, j'ai bien senti que j'en avais eu, puisque du coup, tu fais beaucoup plus de tournées, tes pièces sont lues en premier beaucoup plus vite qu'avant. Voilà, tu sens plus d'estime, d'intérêt des journalistes, etc. Mais il n'en demeure pas moins que j'avais tellement de. Comme je travaillais beaucoup, hein, je suis quand même un énorme bosseur, je suis tout le temps en train de répéter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me laisse jamais le temps sauf pendant le confinement,
de me dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai fait. Je suis tout en train de bosser. Donc moi, ça a permis, je pense, franchement, j'ai vécu ces Molières et encore comme si je les avais pas eu. Et quand je revois les images, de temps en temps, on me montre les images, je reçois une petite vidéo de quelqu'un qui me montre comment il a réagi à mon truc, que je me vois à la télé avec le truc, je me dis, mais franchement, c'est comme si je voyais quelqu'un d'autre, si tu veux. Donc, écoute, tant mieux, ça fait toujours. Je vais pas faire semblant que on s'en fout. Je vais pas dire des choses pareilles parce que je m'en fous pas du tout. Parce que les Molières, quand tu n'emploies pas des stars, ce qui est mon cas, où je travaille qu'avec des gens très talentueux mais qui ne sont pas des têtes d'affiche, c'est pas des gens vus à la télé, au cinéma, ça nous aide énormément à faire beaucoup de tournées et à montrer dans les théâtres qu'on peut remplir des théâtres sans avoir de vedettes et faire des spectacles a priori, un beau spectacle puisqu'a priori il touche les gens, puisque sinon j'aurais peut-être pas eu autant de récompenses. En tout cas, on le sent, les spectateurs sont émus et ils sont contents de dire, on est content d'avoir vu, de découvrir des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est vrai que c'est la mission pour moi, c'est d'essayer quand même de continuer à n'être pas obligé de prendre un bankable dans mes pièces pour continuer à démarcher ce théâtre de proximité artisanal, de passion, avec des bandes de potes que j'adore, qui sont très respectueux des autres, très gentils dans la vie, on n'essaie pas d'avoir la grosse tête. Donc moi, j'essaye de rester quand même dans un quotidien qui finalement n'a pas changé, puisque je travaille toujours avec les mêmes personnes. Et justement, on parlait donc des Molières, une tournée, tu parlais d'une tournée tout à l'heure parce que vous avez beaucoup tourné et vous tournez encore normalement beaucoup Ben, avec Monsieur Hoffman. On parle des collègues, des amis, d'une famille. Le jour où tu as écrit le premier mot de cette pièce, je sais que tu pars, tu t'isoles donc pour écrire. Je crois que tu as besoin d'être seul. Est-ce que quand on écrit le premier mot comme ça, est-ce qu'on imagine ça ou pas du tout? Est-ce que quelque part, est-ce que t'es rêveur? Est-ce que tu t'es dit, tiens, et si un jour mon milieu artistique pouvait vraiment me sourire et sourire à moi? non, moi j'ai toujours été tellement comblé. Moi, je suis comblé par les gens qui m'entourent. Donc moi, quand j'ai monté Cyrano, L'Avare, les pièces de Molière, les pièces de Jean Anouilh, de Marcel Aimé, tout ça, mais je suis tellement comblé dans mon quotidien. Passer des journées de 10 heures à 18 heures à répéter 8 heures par jour avec des gens que tu aimes, avec qui tu te sens bien, avec qui tu ris, avec qui tu manges, et que tu vois, tu pars en tournée, c'est génial. Pour moi, j'étais archi comblé. Donc après, tout d'un coup, tu passes dans une notoriété qui est cet endroit un petit peu différent. Voilà, donc quand j'écris Hoffman, je ne me suis pas du tout dit que j'allais avoir des Molières, j'allais avoir du succès, etc. Mais je me suis dit, je vais essayer d'écrire une belle pièce. Voilà. J'étais confiant dans le fait de savoir où je voulais aller. Je faisais confiance à mes répliques. J'avais déjà quand même écrit beaucoup d'adaptations pour le jeune public. Je savais que j'avais en tout cas un sens de la réplique. Et puis, ayant été comédien, allant énormément voir des spectacles, ayant beaucoup la musique, plein de choses, je savais que j'avais un atout rythmique sonore sur mes répliques. J'ai toujours eu cette qualité, je pense, d'avoir une forme quel que soit le sujet, la réplique vient facilement et elle sonne. Et puis surtout, comme je suis aussi un peu comédien, je la mets en bouche, tout ça. Donc, je pars toujours confiant. Je ne vais pas faire semblant de dire, oh non, je suis nul. Non. Je ne sais pas si je suis bon ou pas nul, mais je sais que je suis un homme de théâtre qui écrit pour le théâtre. Et donc, j'ai l'avantage, je serais actuellement incapable d'écrire un roman. J'espère y arriver un jour, mais je sais que dans le théâtre, c'est un domaine que je connais en tant qu'acteur, spectateur et tout. Donc, du coup, quand je m'attaque à une pièce, je rentre dans un endroit dans lequel je me sens bien et je sais à qui je m'adresse. Et c'est vrai que j'écris très vite, j'écris pendant 9 jours, j'ai écrit La famille Ortiz en 12 jours, Le petit coiffeur même pas en 10 jours aussi. Je balance tout, je fonce sur l'ordi, ça sort, et je fais nuit et jour, je m'isole, et voilà. Mais c'est vrai que, évidemment, quand écrit Hoffman, je suis en Suisse, j'avais la chance d'être la dernière fille de Charlie Chaplin, Annie Chaplin, qui a joué dans une de mes pièces, m'avait prêté son appartement qui est sur le lac. C'est un endroit extraordinaire. Il y avait les portraits de Charlie Chaplin au-dessus de moi, avec des portraits que personne ne connaît, puisque c'est des portraits de famille avec les enfants, tout ça. Je m'étais mis sous un portrait où il était avec Annie bébé dans les bras. J'étais sur l'ordi comme ça, puis de temps en temps, je bloquais dessus, puis je levais les yeux comme ça. Je lui dis, mais putain, donne-moi du génie. Donne-moi de ton génie, Charlie. Donc voilà, non, c'était hyper. J'ai vécu mon 13e mois. Puis en plus, c'était pendant les attentats de Charlie Hebdo qui ont été terribles, terribles. Donc, oui, en plus, c'est vrai que moi, je connaissais beaucoup de journalistes de Charlie Hebdo parce que voilà, j'étais lié par ma première femme beaucoup à ces gens-là, qui a travaillé là-bas, qui est revenu travailler après là-bas. Donc, tu te retrouves dans un truc terrible. En même temps, au milieu de mon écriture, il y a eu cette violence émotionnelle. Et du coup, c'est vrai que je suis très pudique sur Hoffman parce que c'est quelque chose que j'ai écrit dans une période vraiment dure. J'ai perdu quelqu'un de très important dans ma vie et qui est décédé, qui devait jouer dedans.
pour qui j'avais écrit la pièce. Donc du coup, j'ai jamais été euphorique sur le succès d'Hoffmann. J'arrive pas à être euphorique. Je prends ce qu'il y a à prendre, je suis content, je suis fier, je suis ému, je convoque mes fantômes qui m'entourent et je me dis je suis heureux de l'avoir fait. Mais c'est vrai que Hoffmann, je n'ai jamais eu, c'est peut-être en espace que j'ai été le moins euphorique par rapport à des succès que j'ai pu avoir ailleurs. C'est quelque chose sur lequel je reste pudique. Je sais ce que j'ai traversé, qu'on a traversé avec la troupe quand on a dû faire face à ce deuil qui a été très dur. On l'a traversé en hommage, on l'a senti tout le temps avec nous. Donc c'est quelque chose c'est pas que Hoffmann, pour moi, c'est quelque chose, je n'aurais jamais aucune euphorie. C'est quelque chose qui devait arriver. C'est arrivé comme ça. Et voilà. Donc c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup de joie. Parce que c'est aussi la joie, le théâtre. C'est ce qui résume. Alors moi, je devais venir voir ta pièce, mais on a été confinés. On devait venir en avril. Oui. Là, tu viens de résumer, en fait, d'après les critiques, la pièce Adieu Monsieur Hoffmann, en fait, de la tristesse, de la joie, des larmes. Souvent, j'ai entendu dire les gens qu'il y avait vraiment toute cette panoplie d'émotions. Donc finalement, tout ce que tu as traversé se ressent apparemment dans cette pièce-là. Donc c'est fabuleux. Est-ce qu'une bonne pièce, c'est ça pour toi? Est-ce qu'une bonne pièce, c'est... Ouais, je pense qu'on ne peut pas tricher, il faut vraiment se foutre le cœur. Je pense qu'il y a trop de gens, je leur dis, je connais beaucoup de gens qui écrivent vraiment beaucoup, beaucoup mieux que moi, qui ont vraiment beaucoup de style. Moi, j'ai pas vraiment... Mais je pense qu'il faut se foutre à poil quand tu écris. Tu ne peux pas simplement divertir pour divertir. Enfin, tu peux le faire, mais si tu veux créer une pièce qui touche les gens, il faut que ça te raconte, il faut aller loin, il faut aller chercher des trucs qui sont difficiles à sortir. Moi, à chaque fois que j'écris, je pleure en même temps que j'écris. Voilà, moi, je fais comme un accouchement. C'est un accouchement, donc j'écris très très vite. Chacun, je ne donne aucune leçon à personne. Hein, chacun a sa façon de faire. Je pense simplement que parfois, je lis des pièces très bien écrites, mais je dis, il faut que tu montres qui tu es derrière. Quoi. Moi, il faut un acte pas d'impudeur, mais il faut un acte intime. C'est un acte intime, l'écriture, hein, que ce soit d'ailleurs en chanson. Je pense qu'on ne peut pas simplement faire une ritournelle, faire des beaux mots, des belles phrases. Il faut qu'il y ait un truc qui accroche. Si tu veux toucher les gens, il faut évoquer quelque chose qui est très personnel. Il faut que ça soit ton histoire. Comme en cuisine. Tu vois, la cuisine, moi je compare beaucoup le théâtre à la cuisine. C'est quand tu vas bouffer chez quelqu'un, il faut que ça lui ressemble, quoi. Pas ça de faire le truc, il a vu une recette qui a été faite, on fait pareil. Il faut quand même que ça te ressemble, que ce soit du contemporain, du classique, je sais pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose il faut me donner un peu d'intime pour toucher les gens. C'est presque impudique, je sais, mais ça fait partie du jeu. Moi, les pièces contemporaines qui me touchent, je sens que celui qui a écrit ou ceux qui jouent, ils y emmènent un peu plus que ceux qui savent faire. C'est pas du savoir-faire, c'est du savoir-vivre, du savoir-être, quoi. Enfin, il y a quelque chose, voilà. En tout cas, moi, j'essaye de toujours pousser le bouchon un peu plus loin. Ma première version, à chaque fois, je sens que je ne vais pas assez loin. J'ai la chance d'avoir une épouse exceptionnelle qui me repousse dans mes retranchements. Elle me dit c'est très bien, mais bon, là, tu vois, on sent qu'on pourrait aller plus loin, mais tu ne vas pas. Alors ça m'énerve, ça me vexe. Mais quoi, je vais pas, tu veux que je fasse ça, tu écris ça, hein. Ben ouais, mais bon, ok, je vais écrire comme ça, tu vois, je lui fais lire. Alors je m'isole complètement, mais je lui envoie, tu vois, tous les soirs. Et elle me fait des retours. Et c'est vrai qu'elle m'aide énormément parce qu'elle me pousse dans mes retranchements. Et c'est vrai que tous les trucs les plus beaux que j'ai écrits, ils sont toujours liés à quand j'ai été poussé dans le retranchement, que ça m'a fait mal. On a tous entendu parler, durant le confinement, d'un décor de cinéma des années 1900 dans les rues de Paris à l'arrêt, comme suspendu dans le temps. Il s'agissait donc du décor de l'adaptation de Adieu Monsieur Hoffmann au cinéma. Parle-moi de cette nouvelle page, de cette aventure. Alors là, c'est une aventure qui est amenée au départ il y a assez longtemps à Avignon. Une productrice s'appelle Vanessa Jean qui est venue voir la pièce à Avignon et qui a tout de suite flashé dessus et qui m'a appelé en me disant j'aimerais vraiment la démarcher pour le cinéma. Donc elle a passé plusieurs moments à la fois pour rassembler des producteurs, un réalisateur, donc qui a été choisi au fur et à mesure. C'est donc Fred Cavaillé que je connaissais depuis déjà presque 30 ans, qui est un vieux copain, un vieux camarade, mais le hasard ou le destin, je veux dire le destin nous a rassemblés sur ce projet. Donc lui, il est parti sur l'adaptation et en faisant une adaptation qui part du même principe qu'elle de Monsieur Hoffmann, mais beaucoup plus libre que la pièce parce qu'il m'a tout de suite eu l'honnêteté de me dire, quand j'ai lu le sujet, j'ai rêvé une histoire. Et quand j'ai vu ta pièce, il me dit j'ai beaucoup adoré, j'adore la pièce, mais moi l'histoire que j'ai envie de raconter, il faut que ça me ressemble un peu plus. Ce que je disais quand tu écris ou tout ça, il faut que ça te ressemble. Donc lui, il a eu envie d'être l'auteur
de son film, ce que je comprends complètement, parce que le théâtre, c'est le théâtre, et le cinéma, c'est le cinéma. Donc, j'ai complètement accepté cette idée-là. Donc, du coup, moi, j'ai accepté de céder mes droits à cette adaptation qui a été faite pas par moi, par Fred Cavaillé et Sarah Kaminski, qui est auteur et scénariste aussi. Et donc, tous les deux, ils ont fait cette adaptation. Donc, ils ont fait un film qui part sur des personnages, sur une situation qui est la mienne, mais avec des choses et destins. Voilà, il y a beaucoup de choses très, 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 très différentes. C'est vraiment leur film. Il y a la pièce et le film. Et c'est vrai que je trouve que leur scénario, parce que j'ai eu la chance de lire les versions, enfin, en tout cas, la dernière, se tient parfaitement. On sent qu'il c'est exactement ce qu'il a envie de faire. Et puis il a eu enfin, il a convaincu comme un très beau casting, puisqu'il y a Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudot, donc c'est un très beau casting. Et puis voilà, et puis il a recréé des décors magnifiques dans des studios que j'ai été voir. J'ai donné le premier clap, il m'a invité à faire le premier clap du film. Et ils ont squatté, loué même, deux rues à Paris, dans le 18e, où ils ont refait toutes les boutiques de l'époque, recréé la rue où il y a la bijouterie Hoffmann, pour de vrai. Et c'est vrai que c'est assez surréaliste ce qui s'est passé, puisque avec le confinement, le tournage est resté 10 jours de tournage dans ces rues-là, et ils ont dû tout enlever. Donc les boutiques sont restées en place. Ils ont juste eu le temps d'arracher les affichettes vichistes. Mais c'est vrai que quand tu es confiné et que tu te retrouves dans une rue sous l'occupation, transformé dessus, il faut faut avoir de la distance quoi, pour ça. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de reportages, beaucoup de sujets qui ont été faits à la télé, dans les journaux sur cette rue qui restait là comme ça. Voilà. Donc après, c'est marrant quand je parle des médias, la façon d'utiliser les choses, c'est qu'il y a eu quand même des médias qui ont sorti n'importe quoi en disant que les affichettes, ils avaient laissé des trucs vichistes, des trucs racistes dans la rue, ce qui est tout à fait faux, puisque les photos qui ont été publiées avaient été publiées avant le confinement, parce que c'est des gens qui étaient passés dans la rue, qui, pendant le tournage, ces affichettes avaient été mises, puisqu'ils tournaient un film sur l'occupation de Vichy. Enfin, c'est le décor. L'histoire ne raconte pas que ça, heureusement. Mais c'est vrai que tout de suite, le chef d'éco a eu l'intelligence de tout de suite enlever toutes les valeurs racistes et en tout cas de tous ces trucs-là. Donc, du coup, il y a eu pas mal de gens qui ont dit c'est lamentable dans le confinement de laisser des choses comme ça, en mettant des photos qui avaient été prises avant. Donc, c'est toujours pénible quand on se cherche une polémique qui ne devrait pas avoir lieu. Voilà. Donc, maintenant, on commence à s'y habituer. Ouais. Mais en tout cas, le film, franchement, Cavaillé, on est très copains. Il m'a appelé 3 fois depuis le confinement. Il m'a expliqué qu'il était très heureux parce que la chance du cinéma, c'est que tu as un monteur qui est chez lui, il commence à prémonter, il lui montre des images. Lui, il a continué de travailler chez lui, à voir les trucs, à dire tiens, essaye ça, à voir les rushs, tout ça. Bon, après, c'est vrai que là, ils doivent reprendre le film normalement le 25 mai. C'est la chance du cinéma quand même. Ils ont quand même des règles. Hein. Il ne peut plus prendre de figurants puisqu'il a droit à 100 personnes maxi sur le tournage et qu'il y a déjà 42 personnes pour l'équipe technique. Donc, tu te laisses 8 comédiens en tout. Donc, il avait 2 scènes de figuration. La rafle du Veldiv a figuré, plus c'est une scène dans un musical avec des danseuses, tout blindées. Et ça, c'est son seul regret. Il est obligé de faire des concessions artistiques de scénario. Donc, il réfléchissait à comment faire vivre des scènes de foule sans la foule. Voilà, c'était son problématique parce qu'il va falloir quand même le finir, ce film. Mais en tout cas, il était très, très heureux, très enthousiaste voilà, du travail avec les acteurs, tout ça. Bon, écoute, moi, j'ai fait ma pièce, lui, il fait son film, je suis très heureux. Voilà, c'est vrai, c'est très touchant. Quand j'ai vu les décors construits, ça m'a bouleversé. Je rentrais dans ce que j'avais imaginé dans ma tête parce qu'il a pris un chef décorateur, malheureusement, je ne me rappelle plus son nom, mais qui, pour moi, a du génie. C'est vrai que tu rentres dans ce décor, les détails de la bijouterie, de la cave, de tout ça, tu te dis, oh, c'est de l'art. La façon dont il a dû chiner les choses, le reconstruire, c'est des métiers extraordinaires. On n'en parle pas assez, mais les chefs d'éco, c'est des métiers, c'est des poètes, quoi. Lui, moi, j'ai parlé une demi-heure avec lui. Pour moi, c'est vraiment des grands artistes. Hein. La façon dont il a le sens du détail, les choses. Mais l'émotion que j'ai eue, pareil, le rictus, là, et le sourire comme ça, c'était comme un gamin. Là, je rentrais dans ma tête. Il y avait marqué boutique Hoffmann et Fils, tu vois. Tout le truc, tu es là devanture, tu rentres dedans, tu ouvres la porte, tu vois tous les petits détails. Tu te dis, mais c'est incroyable. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus bouleversé depuis que j'ai fait ce spectacle. En fait, c'est vrai que j'ai été bouleversé en allant jouer en Israël. Avec le sujet de la pièce, ça a été, bon, alors, on était tous en larmes à la fin. Les dernières répliques, on mangeait notre mort tellement ça coulait du nez, tellement on sentait l'émotion avec les gens. Donc voilà, des émotions, j'en ai eu beaucoup avec Hoffmann quand même. Hein. Mais c'est vrai que une des plus belles que j'ai eues cette année, c'est quand même quand je suis rentré dans le décor du film imaginé par le chef décorateur, ça m'a bouleversé. Franchement, j'étais là, c'était très émouvant, très beau.
Tu es metteur en scène, évidemment aussi. Est-ce qu'un metteur en scène, c'est comme un chef d'orchestre en musique? Oui, et tu vois, moi je dis, quand tu as dit que tu es un metteur en scène aussi, moi je pense que je suis surtout un metteur en scène. Surtout. Je suis un metteur en scène qui a écrit des pièces pour ses mises en scène. Donc j'en ai écrit maintenant depuis trois autres, hein, depuis Hoffman. Et c'est vrai que je suis quand même, je me positionne, et puis je suis directeur d'une troupe en tant que metteur en scène, j'ai quand même beaucoup de classiques qui jouent encore, j'ai encore un jeune public qui joue aussi. Je reste quand même fondamentalement un metteur en scène. Parce qu'en plus, le metteur en scène, l'avantage, c'est que tu es au contact des acteurs, des décorateurs, des techniciens, de tous. Auteur, tu es tout seul, c'est hyper grisant d'écrire. C'est une émotion incroyable d'écrire. C'est des émotions que tu cherches à retrouver très souvent parce que c'est très bouleversant d'écrire. Mais diriger une équipe, être metteur en scène, c'est quand même quelque chose. Et surtout, je trouve qu'on ne dit pas assez quand même. C'est quand même le metteur en scène est quand même l'auteur du spectacle. C'est quand même l'auteur du spectacle. Parce que même si l'auteur, il écrit une pièce, mais le spectacle, ce n'est pas qu'une pièce. C'est des acteurs qu'il faut diriger, choisir, des décorateurs, des choix de lumière, etc. Donc, je trouve que souvent, on a un peu tendance à penser que le metteur en scène, il rassemble les équipes, il dit tu rentres à gauche, tu arrives à droite et tout ça. Il place les gens, quoi. Et c'est vrai qu'il faudrait que ça serait intéressant que quelqu'un fasse un reportage sur des journées de répétition d'un metteur en scène, voir à quel point il est vraiment auteur du spectacle grâce aux mots de l'auteur, grâce aux émotions des acteurs et tout ça. Et tous les choix qui sont faits de temps, de rythme, de façon de démarcher les choses, de vision qu'on donne, c'est vraiment un métier qui est extrêmement. Ce n'est pas qu'un gars qu'on a choisi pour coordonner. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on a eu tendance, comme on a eu longtemps au théâtre, l'image des acteurs stars, on retient toujours, et c'est normal, c'est le comédien, pour moi, c'est le centre de tout au théâtre, c'est quand même celui pour qui on écrit. L'auteur, il est là pour écrire pour l'acteur, pour le comédien. Donc du coup, le comédien, souvent, on se dit si les comédiens sont bons, ce sera bien. On ne se rend pas compte à quel point un comédien bon peut être pas toujours bon s'il n'est pas bien dirigé. Et voilà, et puis il y a une vision globale, vraiment. Je pense que les metteurs en scène sont quand même les auteurs des spectacles. Je dis de façon très prétentieuse, mais je trouve qu'on n'est pas assez. Je trouve que les metteurs en scène ne sont pas assez considérés au théâtre, surtout dans le théâtre privé. Parce que dans le subventionné, c'est tout le contraire. La star, c'est le metteur en scène. C'est un peu D'accord. comme ça. C'est comme si dans le privé, tu mettais des grosses vedettes, genre Lucchini, Arditi, et tout ce que tu veux, qui sont des très bons comédiens, hein, et que tu te dis, de toute façon, eux, ils sont très bons, on va mettre ils sont connus, ça va aller, on va mettre des gars pour les diriger, sympa. Non, il y a plein de parts de création qu'a le metteur en scène. Donc c'est vrai que, ouais, ça c'est vrai que la considération du metteur en scène, parfois, je me dis, elle est pas assez. Parce que je pense que les gens ne savent pas ce que c'est. Il faut venir aux répétitions, il faut voir ce que c'est qu'une répétition. Vous allez voir, franchement, je pense que assister à une répétition de 8 heures, le travail du metteur en scène est quand même énorme. Quoi. Vraiment, c'est très important. Ton plus drôle souvenir de théâtre? Oh purée, celle-là, je ne l'attendais pas, celle-là. Alors, écoute, le truc le plus. J'ai eu un fou rire phénoménal en jouant une pièce de Jean Anouilh que j'avais mis en scène, qui s'appelait donc La Belle Vie. Et là, j'arrivais sur scène et j'avais un monologue. Et je parlais à tous mes comédiens, c'était un truc en plus dur. J'étais un camarade du peuple, c'était une forme de révolution. On avait fait un musée où on avait tué tous les aristocrates, tous les bourgeois, pour garder qu'une seule famille pour la mettre dans un zoo. Donc on la mettait dans un espèce de musée, pas dans un zoo, dans un musée du peuple. Donc on était là en armes et on regardait, on leur demandait de lever le petit doigt, on leur disait de montrer au peuple comment vivaient les aristocrates, les gens qui les ont exploités pendant des années. C'est une fable comique et contemporaine, très rigolote, qu'a écrit Anouilh pour la télévision, que j'avais adaptée pour le théâtre. Et là, je fais le camarade, et je viens leur dire un petit peu ce qui leur donne les règles qu'ils vont devoir faire devant le peuple derrière une corde de musée. Et là, j'ai commencé à fourcher sur un truc, sortir une connerie, et je suis parti dans un délire de ha 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 ha. Je suis parti comme ça, et là, les acteurs m'ont regardé, et je me suis mis à un mélange de rire, de cris. J'ai inventé complètement le texte dans l'histoire, en gros, et eux, ils tremblaient de rire, ils se cachaient en tremblant, ils devaient avoir peur. C'était tous comme ça, personne pour me sauver. 10 minutes de folie. Et là, je suis sorti parce que je fais une sortie par la salle. Et là, je suis dans les toilettes et j'ai pleuré de rire un quart d'heure. Je devais revenir un quart d'heure après. J'étais là, je me mettais de l'eau. Une espèce de truc complètement de fou. Et eux, pareil, ça a été un enfer, ce spectacle. Alors ça, c'est le truc le plus grand fou rire, mais incontrôlable. Et tu te pars dans un délire complet. Et le pire, c'est que les spectateurs croyaient que c'était fait exprès.
C'est ça qui est toujours incroyable au théâtre. Tu fais un truc débile, hein, et ils ont dit, ah, mais personne n'a pensé que c'était pas un truc hors du commun par rapport à ça, quoi. Ça, c'est mon plus Donc gros. C'est tout est permis au théâtre alors, incroyable. finalement. Non, mais c'est vrai qu'il faut tenir il faut tenir le. Non, t'as raison, peut-être. Il faut absolument pas lâcher, quoi. Et moi, c'est vrai qu'on n'a pas lâché. Je suis devenu fou, j'ai dit n'importe quoi, j'ai fait des mais il fallait que ça. Pourquoi pas, ce personnage peut devenir psychopathe d'un coup, quoi. Donc je suis devenu psychopathe. Dans leur réaction, les autres, ils ont changé leur truc. On est resté dans le spectacle. Mais c'est très dur, il faut le tenir, hein, parce que sinon, c'est rideau, hein. À un moment, voilà. Donc ça, vraiment, c'est le souvenir. J'ai dit n'importe quoi. Et voilà, ça, c'est vraiment mon plus gros délire. Et puis surtout, une espèce de forêt incontrôlable d'un quart d'heure derrière, quoi. C'est comme ça. Après, j'ai eu peur. Quand la pièce est arrêtée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas faire ça, quoi. Je me dis, on a rejoué le lendemain. J'étais bourré de trac. Bourré de trac, je n'arrivais plus à les regarder dans les yeux, les copains. Parce que j'ai dit, il faut que je revienne bien au texte, je me concentrais là-dessus. Mais eux, ils avaient le souvenir de ce qui s'est passé. On avait tout ce souvenir-là. Elle a été hyper dure, la représentation d'après. Mais on a réussi à peu près à tenir. Moi, j'étais vraiment, je me faisais mon regard flou là pour pas avoir les regards des copains qui m'auraient rappelé ce grand moment de folie qu'on a eu, enfin que j'ai surtout eu sur scène. Voilà. Mais maintenant, je me concentre beaucoup plus. Je fais attention. Chaque artiste doit poser une question à l'artiste qui le suivra dans cette petite émission, mais sans savoir qui va le suivre. Ah, Est-ce que tu as une idée de question pour un artiste ou une artiste qui pourrait te suivre dans l'art des confinés? moi, j'aimerais bien savoir. La question que j'ai lu qu'a posée, c'était ce que j'ai fait le premier jour du confinement. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir la dernière heure avant de s'enfermer, quand on a su qu'on était confiné. Qu'est-ce qui s'est passé, la préparation au confinement, la façon d'aborder le confinement, juste la dernière heure. Moi, tu m'as demandé la première heure, mais moi, je demande quelle est la dernière heure avant le confinement, comment la personne s'est. Parce que je pense qu'on sait tous, c'est un petit peu comme malheureusement les attentats, on sait tous où on était le 11 septembre, on sait tous où on était le soir du Bataclan, on sait tous où on était quand il y a eu Charlie Hebdo, on se rappellera toujours de tout ça. Je pense que quand même, le soir, on a su qu'il fallait aller enfin, le jour où tu sais que tu vas te confiner pour de bon, je pense qu'on sait tous où on était à ce moment-là aussi et qu'est-ce qu'on est en train, comment on s'y prépare, quoi, à cet enfermement. Parce que c'est comme un enfermement, le confinement. Bien sûr. Bah ok, la question est prise. Pour la dernière question, tu es papa, quand tes enfants te diront papa plus tard, je vais être comme toi, tu répondras quoi? Eh ben écoute, je leur dirais, ne sois surtout pas comme moi, sois comme toi, tu dois être. Mais s'ils me disent, tu veux être comme moi parce que tu as envie de faire du théâtre, du spectacle, à mon avis, quand tu dis à un papa, je vais être comme toi, c'est plus pour lui dire, je veux faire le même métier que toi, ben, je l'encouragerai à fond à le faire parce que moi, je trouve que c'est un métier extraordinaire, le métier de la scène, du jeu, enfin, du chant, là, du théâtre, un métier artistique. Moi, j'ai vrai que je fais tout pour que mes enfants soient artistes. Moi, je ne sais pas du tout qu'ils deviennent médecins ou banquiers ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'essaie de les éveiller à ça. Ma grande fille, elle était très douée au collège pour le théâtre. Je me suis dit, ah, et puis tout d'un coup, elle a fait une négation totale et je me suis dit, merde. Et là, comme elle se cherche pas mal, elle fait des études qu'elle ne poursuit jamais, elle m'a fait écouter une chanson, elle s'est enregistré une chanson a cappella en anglais, un truc de blues. J'ai trouvé ça hyper beau. J'ai envie de prendre des cours de chant. Et du coup, je l'ai envoyé à une amie à moi qui est une super chanteuse, prof de chant, qui est dans le truc dans Chicago, dans plein de trucs comme ça, qui connaît par cœur, qui donne des cours aussi. Voilà. Et elle m'a dit qu'elle a trouvé qu'elle avait une super timbre. Et puis surtout, j'ai trouvé que c'était émouvant la façon dont elle chantait. Elle démarchait pas, elle montrait pas qu'elle avait une belle voix. Donc moi, ça me touche quand ça. Je trouvais que c'était fort, ça m'a vachement touché. Alors moi, je suis pas objectif, hein, mais c'est vrai qu'elle elle ne le sait pas. Je lui ai pas dit, mais secrètement, j'adorerais qu'elle poursuive dans la chanson, qu'elle essaye là-dedans, dans cette voie-là. Et c'est vrai que non, moi, mes enfants, moi, je trouve que être un artiste, voilà, je trouve ça extraordinaire à vivre, parce que c'est quand même un endroit d'émotions partagées. Pas facile, hein, mais qu'est-ce que quitte à vivre si on de vivre quand on peut le faire avec en s'amusant, en se déguisant, parce que c'est du déguisement, le théâtre et tout ça, on se met en costume, puis on essaie de prendre des personnes, on a plein de vies, quoi. On a plein de vies, et puis c'est bien de partager tout ça, et puis c'est un endroit,
qui peut faire très peur, le New York, mais c'est vrai que c'est quand même un endroit de fragilité tellement fort que tu rencontres cette émotion des gens fragiles. Les gens fragiles, c'est quand même formidable à fréquenter. Voilà, ça donne du sens aussi à nos vies, quoi. Et puis on est fragile. Alors, moi, je me considère parmi les gens très fragiles et hypersensibles, hein, aussi. Mais c'est vrai que d'essayer de se dire entre gens hypersensibles et fragiles, de faire des objets solides quand même, culturels, théâtrales, c'est quand même des petites entreprises, comme tu dis, bah, c'est des défis de faire des choses ensemble pour intéresser les gens qui ne sont pas forcément artistes et tout d'un coup créer cette passerelle et aller vers leur sensibilité à eux et cette passerelle entre des gens qui font pas le même métier que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes convictions, mais tout d'un coup on se retrouve ensemble dans un théâtre à partager ce moment-là ensemble. Moi j'adore ce. Voilà. Donc c'est vrai que j'adore mon métier. Je trouve que c'est le plus beau du monde. Et juste pour finir, et toi, Jean-Philippe Daguerre, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Tu sais, il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Je sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est peut-être Malraux qui a dit ça. Je sais plus. Il avait dit il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Alors moi, tu sais, j'ai toujours pas mon permis de conduire déjà parce que j'ai jamais voulu le passer parce que ça me faisait peur de rentrer dans ce monde des adultes, la responsabilité, tout ça. Donc et c'est vrai que mais moi, je sais pas quoi te dire. Moi, j'ai l'impression que je serai toujours. Enfin, moi, j'ai un corps qui vieillit, mais je reste tellement un gamin dans ma tête que j'arrive pas. Moi, je pense que je suis immortel, moi. Donc, J'espère rien pour qui toi. change. Il y a rien qui bouge. Moi, je suis toujours le même depuis que j'ai 5 ans, je pense. Je dirais 5 ans. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé, en fait, hein. J'essaie de garder ce semblant de jeunesse. Non, non, mais je ne sais pas ce que je ferais. Qu'est-ce que je te dis? J'écrirais je sais pas, je ferais des câlins aux gens que j'ai perdus là-haut, que je retrouverai. Voilà, j'irai là-haut. J'espère que je serai au paradis du bon côté, si ça existe. En tout cas, si ça existe, le truc, j'espère que je retrouverai les gens que j'ai aimés et puis on aura un regard bienveillant sur les gens d'en bas qu'on aura laissés. Voilà, cette énergie que moi j'ai l'impression de sentir, des gens que j'ai perdus, qui se sont envolés, quoi, que je convoque tous les jours, je les sens, j'ai l'impression de les sentir avec moi. Ben, j'essaierai de faire partie des autres gens qui seront sur cette bienveillance et cet amour pour ceux qui seront restés là-haut, en bas. Voilà. Bon, ben c'était un très très beau mot de fin, en l'occurrence. Merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir participé à notre Merci émission Aurélie. pour, Merci pour à toi. connaître les artistes. À très bientôt, merci, prends soin de toi, des tiens et que le Toi théâtre aussi, continue. plein de bonnes choses. Merci, Avec à bientôt. plaisir. Merci à toi. À bientôt. Ouais. Ciao, à bientôt.